Salut tout le monde! La saison 3 de l'Attaque des Titans sort le 22 juillet et elle fera selon toute vraisemblance 24 épisodes, soit 2 arcs, et recouvrira le manga du tome 13 au tome 22. Autant dire que nous allons être gâtés, ceux qui lisent le manga voient de quoi je parle, tandis que vous, chers fans de l'animé, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous allez vibrer, frémir, rire, pleurer encore et finalement adorer. Alors, en attendant de baver devant le nouveau générique et de découvrir le premier épisode, on s'est dit qu'on allait réaliser une petite liste de ce que l'on attendait, ou pas, dans la saison 3, afin de faire monter la pression doucement et de profiter de cette belle période dans laquelle nous nous trouvons, cette période d'attente qui nous fait trépiner d'impatience sans pour autant en devenir désagréable. Parce que ce moment de délai entre le présent et l'arrivée à venir, de ce quoi notre cœur aspire est plus tendre encore que l'objet même de nos désirs. Et comme le dit ce cher Valérie, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas. D'autant qu'on a un peu peur, parce que Wit Studio est aussi bien capable de faire de l'or que du caca. Oh tu fais chier, on commençait à faire de la poésie là. Pardon. Allez, on démarre avec 5 points que l'on espère ou redoute à propos de la saison 3 de l'Attaque des Titans. La saison 3 débutera avec l'arc narratif qui se déroule du tome 13 au tome 17. C'est l'arc, donc le dernier trailer, et toutes les nouvelles affiches nous donnent un aperçu. Alors à quoi s'attendre de cet arc? Eh bien pour vous donner une idée, les fans anglophones du manga l'appellent The Repassing Arc. En français, l'arc du soulèvement. J'en dis pas plus sur l'intrigue, mais sachez seulement qu'on va avoir un changement de ton et de rythme par rapport aux saisons précédentes. Vous voyez, le premier arc, la bataille de Tross, c'est une situation apocalyptique où on découvre les titans et on se démène comme des fous pour notre survie. On assiste donc à des scènes de guerre, de violence et de désespoir. Le deuxième arc, celui du titan féminin, met d'abord en scène l'expédition extramuros, puis la révélation de l'identité d'Annie. Là, on est davantage dans une dynamique d'offensive. Le bataillon sort affronter des titans et on capture un titan intelligent. La saison 2, c'est une tension extrême, sans aucun temps mort. Ça vous a peut-être pas sauté aux yeux, mais entre la mort de Mike qui ouvre la saison 2 et le sauvetage d'Eren, il se passe seulement 48 heures. Eh bien, à côté de cela, l'arc du soulèvement a parfois été critiqué parce qu'il était trop lent. Outre le fait que cette critique soit totalement injustifiée, cela témoigne en tout cas de la rupture radicale avec les arcs précédents. Dites-vous que, dans cet arc-là, on ne verra aucun titan ordinaire et que personne ne va se faire déchiqueter. Enfin, si, mais pas comme vous l'imaginez. Il s'agira plutôt d'enquête, de conspiration, de coups de bluff. On sera vraiment dans une optique de recherche, de découverte, de révélation. C'est comme si les 2 premières saisons c'était un Kill Bill boosté à l'excitant. Ça cogne, ça explose, ça crie de partout. Et puis la saison 3, en tout cas le premier arc, ce sera les 8 salopards, une ambiance où la tension monte peu à peu. Il y a des non-dits, des fourberies et des impasses qui aboutiront sur une apothéose. Et puis l'arc suivant, ce sera la ligne verte. Pourquoi je dis ça? Ah bah parce que vous allez tous pleurer. Vous n'imaginez même pas ce qui vous attend. L'arc le plus éprouvant de toute la série à ce jour. J'en dis pas plus, on va peu en dire au cours de cette vidéo à propos de cet arc, parce que c'est difficile d'en discuter de manière pertinente et sans vous spoiler. Alors je vous laisse juste sur cet avertissement. Tremblez pour vos personnages préférés. Parce que parmi tous ces personnages principaux, il y en a qui vont salement morfler. Oh oui. Il faut savoir une chose à propos de l'arc du soulèvement. Il s'agit du passage qui a été le plus difficile à élaborer pour Isayama. Dans plusieurs interviews, il a confirmé avoir été un peu perdu dans le fil des événements au moment même de rédiger et de dessiner les chapitres. Tant et si bien que c'est l'arc dont lui-même est le moins satisfait. Il y a quelque temps, il a confié être heureux de voir cet arc bientôt animé car Wit Studio aurait l'occasion de corriger ses erreurs et quelques incohérences. Ce qui suppose que les événements de l'anime ne seront pas forcément les mêmes que ceux du manga. C'est quelque chose qu'on a déjà constaté à la fin de la saison 2. Souvenez-vous, dans l'épisode 35, on découvre le passé d'Ymir. Si vous regardez juste l'anime, vous n'avez pas dû sursauter comme l'ont fait les lecteurs du manga. Parce que ce que vous avez vu, le flashback à propos du passé d'Ymir, c'est quelque chose qui n'apparaît que dans le chapitre 89. C'est-à-dire que normalement, il devrait presque conclure la saison 3 qui approche. Et oui, navré de vous le dire, mais Wit Studio vous a salement spoilé, monsieur dame.
Là encore, ça répondait d'un regret d'Isayama lui-même. Il a avoué que s'il avait pu, il aurait fait quelques révélations plus tôt dans le manga. Mais il faut savoir que le jeune mangaka rencontre énormément de pressions éditoriales, et qu'Isayama devait maintenir l'intention de son lectorat pour être sûr de ne pas voir son manga arrêté en cours de route. C'est pourquoi il a autant repoussé l'échéance de certaines révélations. Et oui, ça peut nous paraître démentiel au vu du succès actuel de l'Attaque des Titans, mais dites-vous qu'une série jeune, si elle ne rencontre pas le succès escompté, est vraiment en sursis. Et ça explique les 2 plus grandes frustrations de mon adolescence. À propos justement du flashback d'Ymir, je m'adresse ici aux fans qui regardent juste l'animé. C'est difficile pour nous qui lisons le manga de savoir ce que le passé d'Ymir a pu vous faire comprendre sur la trame générale de l'histoire. Alors si vous pouviez mettre en commentaire vos impressions, même si vous avez à peine compris lorsque vous avez découvert cette scène, cela nous éclairerait. L'un des immenses points forts du manga, c'est le traitement des personnages. Isayama est un auteur qui mise tout sur la subtilité. Les développements des personnages se font aussi bien grâce aux événements majeurs du scénario qu'à travers plusieurs détails parfois minimes, mais qui dressent un portrait ultra complet du caractère. Pour faire court, Isayama ne se contente pas, comme d'autres mangaka, de raconter le passé de ses personnages et d'en tirer un rapport cause-conséquence. Zoro Roronoa perd sa meilleure amie Kuina, tombée dans les escaliers dans le même monde que Kaido, hein. Ceci est une cause. Pour lui faire honneur, il décide de devenir le meilleur sabreur au monde, et c'est la raison pour laquelle il accepte de rejoindre l'équipage de Luffy au chapeau de paille. Ceci est une conséquence. Tout cet ensemble forme un début de développement. Alors pourquoi juste un début? Pour que ce soit bien clair, on va prendre quelques exemples dans l'anime Psycho Pass. Cet animé est vraiment bon, hein. Allez le voir, si ce n'est pas déjà fait, c'est très chouette. En revanche, pardon, mais ils ont été capables de produire des antagonistes excellents malgré leur apparence. Si excellents qu'à côté les personnages qui ont un minimum de développement t'apparaissent presque comme des caricatures de shonen. Yayoi Kunizuka a un seul épisode pour raconter son passé, et yop, ça suffit à justifier son entrée parmi les exécuteurs. Alors vous me direz, on s'en fout de Kunizuka, elle parle jamais, elle se fait jamais remarquer, et la seule fois où elle a l'air de compter, c'est dans une scène de précisément 30 secondes. Pourtant, ils ont cru bon de rajouter un épisode qui racontait son histoire. Et en plus, l'épisode tombe juste après le gros traumatisme de la première saison de Psycho Pass. Du coup, cet extrême minimum dont se sont contentés les producteurs ne nous choque que d'autant plus. Ils auraient aussi bien pu ne pas faire cet épisode. Et alors ça, c'est sans parler de Togane, hein. Alors lui, le seul développement, c'est « Oh, je suis méchant parce que j'ai passé mon enfance à buter des chiots. Hein. » Bon, je caricature, mais à côté d'un Makishima qui vraiment n'a même pas besoin d'une histoire pour être développé, mais juste d'un profilage réalisé dans le cadre de l'enquête, Togane, mais c'est un bouffon. Ah là, désolé, hein, je fais preuve d'aucune nuance, mais en voyant ce pauvre petit chiot maltraité en guise de développement de personnage, moi j'ai appelé à l'SPA, L214 à Brigitte Bardot, enfin merde, on touche pas au chien. Isayama ne se contente pas de ce simple rapport cause-conséquence pour développer ses personnages. Certes, c'est une structure qu'il utilise. Eren a perdu sa mère dévorée par un titan, cause. Eren veut détruire tous les titans, conséquence. Encore que... Mais là où Isayama dévoile vraiment tout son talent, c'est qu'il ne consacre aucun chapitre pour décrire la psychologie de quelqu'un. C'est une psychologie qu'il va traiter dans chaque case, par un jeu de lumière ou de regard, par une réplique aux allures anodins, il parsème des détails ici et là. Et c'est au lecteur de les joindre les uns aux autres pour réunir un portrait complet et précis du personnage. Alors, comme ce n'est pas le sujet de cette vidéo et qu'il faudrait, pour entrer plus en détail, aborder le contenu de la saison 3, je ne vais rien dire. Mais si ça vous intéresse, prenez le manga et focalisez-vous sur Jean, parce que c'est le personnage au développement le plus évident et toutefois le plus subtil. Et les arcs à venir, ceux que recouvrira la saison 3, sont redoutables dans le traitement des personnages. Surtout les personnages secondaires. En effet, au cours des 2 premières saisons, nous faisions leur connaissance. Isayama introduisait les grandes lignes de chacun d'entre eux. Jean est humain, Erwin ne recule devant aucun sacrifice, Angie pense que la connaissance des titans est la clé de la victoire. À présent que les choses se calment et que l'on n'a plus besoin de réagir dans l'urgence, nous allons pouvoir faire plus ample connaissance, mieux comprendre les ambiguïtés de leur caractère. Ce qui va vous amener à découvrir de nouvelles facettes de toute une ribambelle de personnages que l'on a finalement à peine eu le temps de rencontrer jusque-là. Historia, Erwin, Hansi, et d'ailleurs dites-vous que la fandom s'accorde sur ce point-là, l'arc de soulèvement est celui qui met le plus à l'honneur les vétérans. Mais aussi des personnages jusque-là moins visibles, comme Pixie sous Zaclay.
Et puis, vous allez voir apparaître le meilleur antagoniste de toute la série, avec Tic, Jenny. Mais alors, je ne dis pas ça parce qu'il a un charisme de malade et qu'il sort tout droit d'un western de Tarantino. Le concept même du personnage, que vous allez découvrir au fil de la saison 3, est tout simplement génial et en même temps bluffant de simplicité. Non, franchement, vous allez l'adorer. Aux grandes dames de Levi, mais vous allez l'adorer. Et je pense que ce point-là, à propos des personnages secondaires, est d'autant plus important qu'il va faire contre-pied du point suivant. En effet, les deux arcs de la saison 3 sont également essentiels pour le développement des personnages principaux, Eren, Armin, Mikasa et Levi. Je dirais même que pour le trio Eren, Mikasa, Armin, c'est au cours de la saison 3 que va se déclencher un long processus qui se prolonge encore dans les scans en ce moment même et qui se conclura certainement avec la fin de la série. Quant à Levi, on va apprendre à le voir sous une facette beaucoup plus humaine que la machine à tuer que nous balance constamment White Studio. Je me répète, mais des tomes 13 à 22, Isayama a vraiment mis le paquet au niveau développement des personnages. Et c'est là que s'ouvre le grand enjeu de la saison 3. Alors, de quoi faut-il s'inquiéter? Après tout, Wit Studio nous a prouvé qu'ils étaient capables de faire de l'or. Souvenez-vous de l'épisode 31 de la saison 2, lors de la révélation de l'identité des titans colossal et cuirassé, ou alors la fin de l'épisode 36 avec la mise en scène de l'arrivée du titan souriant. Ce sont des scènes, on va dire, pas piquées des hannetons. Elles ont été préparées aux petits oignons, élaborées avec amour. Les réalisateurs de Wit Studio nous ont prouvé qu'ils savent parfaitement bien animer, construire une atmosphère, une structure scénaristique. Leurs talents et leurs soins ne sont plus approuvés. Là où ils sont critiquables en revanche, c'est dans les choix qu'ils font. Et le plus souvent, ces choix se font ressentir dans la construction des personnages principaux. On vous en parlera sans doute dans une prochaine vidéo, mais ils ont déjà pris des partis qui ont affaibli voire trahi certains personnages. Par exemple, Mikasa est la grande irrespectée de la série animée. Le personnage de base n'est pas le plus intéressant, je veux pas froisser ses fans, mais disons qu'elle est plus banale et que, pour l'instant en tout cas, peut-être que la fin du manga va nous réserver une bonne surprise, elle ouvre sur moins de questions et d'interprétations qu'un personnage aussi ambigu qu'Erwin par exemple. Eh ben, Wit Studio, par certains choix qu'il fait, remet une couche de platitude. C'est fort quand même, une nouvelle couche de platitude. Ça rend épais la platitude. Vous voyez bien que rien que dans la métaphore, il y a un problème. Le dernier épisode de la saison 1 où elle se fait voler la vedette par Eren puis par Levi, l'épisode 28 de la saison 2 où Levi la snob carrément pour Eren, toutes les micro-scènes rajoutées dans l'animé pour meubler, où on la voit passer une veste sur les épaules d'Eren, le nourrir de force, lui brosser les dents. Non, là, ok, j'en rajoute. Mais tout ça contribue à cacher toutes les minimes et précieuses aspérités de son caractère derrière une couche de « sois belle et forte, mais cause pas trop quand même ». Et c'est pareil pour Eren et Levi. Bon, un peu moins, parce qu'Isayama a lui-même avoué s'être inspiré de la performance du doubleur Yuuki Kaji pour affiner son protagoniste. Et quant à Levi, en soi, il apparaît surtout dans le second arc de la saison 1, donc ils n'ont pas encore eu trop le temps de lui vernir la face. Quoi qu'ils s'en sont donné à cœur joie à la fin de la saison 1 quand même, Alors qu'il est blessé en civil, il a le temps d'enfiler son équipement tridimensionnel et il va quand même sortir Eren de la carcasse du titan sans lui trancher ni les bras ni les jambes, il est très fort. Et tout ça avec un cap qui vole au vent. Non mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, on est dans du fanservice gratuit et aussi pertinent que le retour de Keira Knightley à la fin de Pirates des Caraïbes 5. Je le critique pas, j'ai pleuré à la fin de Pirates des Caraïbes 5, mais je pleure tout le temps moi, donc c'est pas pareil. Alors, vous me direz, comme on introduisait les personnages et qu'il s'agit d'une adaptation animée, c'est normal que les réalisateurs grossissent un peu les traits. On n'a ni la matière ni le timing pour tout de suite mettre les pieds dans le plat et présenter l'étendue et la richesse de la complexité de ces personnages. Eh bien, il n'y aurait rien à répondre à ça, parce que vous auriez totalement raison. Donc en soi, allez, on va dire qu'on tolère parce que bon, allez quand même, les plans ils sont bien faits, on a un peu de Levi badass par-ci par-là, ça ne fait de mal à personne, sauf à Mikasa du coup, mais est-ce vraiment un problème sur lequel on a envie de se pencher? Je vous pose la question. En revanche, dans la saison 3, ils n'auront plus d'excuses, parce que Levi va crever l'écran, il va être présent H24. Donc pas besoin d'exagérer encore ses apparitions. Mikasa, à l'inverse, va être carrément secondaire. Donc il va falloir la traiter avec énormément de nuances à chaque fois qu'elle aura un rôle un tant soit peu plus important. Or, le magazine Animedia a publié en mai une interview du producteur Nakatake Tetsuya, du directeur Araki Tetsuro et du scénariste Kobayashi Yazuko. Qu'est-ce qui en est ressorti? Que pouvez-vous nous dire à propos de Levi dans la saison 3? Il va avoir un rôle très important, quasiment celui du protagoniste. Et on va renforcer son attrait. Ah, bon ça a l'air d'une bonne nouvelle. Et pour Eren? Nous allons montrer à quel point il est déterminé. Ah ouais, enfin ça on le sait déjà, non? Peut-être, mais on va le montrer encore plus. Ouais, ok. Bon, et pour ce qui est de Mikasa? Peut-être avez-vous remarqué que Mikasa est très attachée à Eren.
Ouais, enfin on a vaguement remarqué, oui. Eh ben, on va encore davantage renforcer son affection pour Eren. Ouais, oui, on l'avait déjà remarqué, hein, pourquoi? Elle est très, très, très attachée à Eren. Donc là-dessus, on est d'accord, mais... Quant à Armin, on va le violer. Je vous demande pardon. Bon, je caricature, à peine, mais un peu quand même. Et il faut bien comprendre là-dessus que les impératifs de Wit Studio ne sont pas les mêmes que ceux d'Isayama. Wit Studio est une entreprise qui emploie plusieurs dizaines de personnes sur chaque série animée, et ce sont autant d'employés à qui il faut verser un salaire tous les mois. À une époque où rien n'est plus facile que de regarder des épisodes gratuitement sur des sites en streaming, le confort financier est rare dans les entreprises de production. C'est à cause de difficultés économiques que Wit Studio n'a réalisé la saison 2 qu'au bout de 4 longues années d'attente. Alors l'entreprise a tout intérêt à multiplier les revenus secondaires, comme les produits dérivés et les partenariats publicitaires. C'est pour ça qu'il faut insister sur les points forts et attirants des figures de marque que sont devenues Eren, Mikasa et Levi, pour que derrière, toute la machine puisse continuer à fonctionner. Vendre ces 3 personnages est devenu une nécessité pour que la série et tout le processus de production qu'elle exige en amont puissent continuer à subsister. Pour conclure, une nouvelle saison de l'attaque des Titans au sein de la fandom. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous aurons selon toute vraisemblance 24 épisodes complets qui nous offriront des animations à couper le souffle, des graphismes magnifiques, le retour de nos personnages préférés, sauf si vous êtes fan d'Annie en revanche, auquel cas n'espérez pas trop quand même. Mais une nouvelle saison, ça nous promet également de nouvelles musiques. L'un des grands points forts de l'attaque des Titans, c'est la musique. Peut-être qu'il y aura-t-il de nouveaux thèmes consacrés à Kenny par exemple, et puis la musique rendra le deuxième arc encore plus émouvant que dans le manga. Et puis, si c'est comme pour la saison 1, on aura le droit à non pas un, mais 2 nouveaux openings. Ça va être bien, ça va être beau, ça va être bon. Peut-être de nouveaux OAV pour accompagner la saison 3, c'est peut-être moins probable puisque ceux de la saison 2 ne sont pas encore tous sortis, on en attend la dernière adaptation de Lost Girl courant août. Un nouveau jeu Koei Tecmo? Ce serait tellement bien. Enfin, déjà parce que, comme on vous l'a déjà dit, la saison 3 serait quand même assez différente des 2 précédentes. Donc obligerait Koei Tecmo à revoir une large partie de son gameplay. Si on a envie de fantasmer, on peut peut-être s'imaginer des missions d'infiltration, des déplacements plus libres. Non mais oui, les jeux vidéo c'est un sujet sur lequel on peut allègrement fantasmer. Et puis toute la fandom qui va vibrer, commenter, s'insurger, s'attendrir, ça va être des discussions, des coups de cœur, des surprises, c'est toujours une chouette ambiance quand une nouvelle saison sort parce que tout le monde parle à tout le monde et ça c'est cool. Tout le monde va parler de l'attaque des Titans pendant les mois à venir. Vous allez peut-être même nous envoyer des dessins d'ailleurs parce que depuis le début de l'année, vous nous avez complètement oubliés, on ne reçoit plus rien et du coup ça me rend très triste. Bref, une nouvelle saison, c'est la résurrection et la consolidation de la fandom. Sur ce, rendez-vous le 22 juillet pour retrouver Eren, Mikasa, Armin, mais aussi Jean, Historia, Sacha, Connie, Erwin, Levi, Enzi pour rencontrer tonton Kenny Chéri et pour assister à l'animation de ce qui a été l'âge d'or de la série L'attaque des Titans, tel qu'on l'a connu, jusqu'au chapitre 91, et là, on rentrera dans une nouvelle ère.